Activité 9. Et pourquoi ne pas cuisiner au lave-vaisselle? C'est une manière efficace de cuire à basse température. Il suffit d'emballer poisson ou viande dans un sac étanche, puis de lancer un programme à 60 degrés ou plus. Explique Hervé Thys, physico-chimiste de l'INRA, Institut scientifique de recherche agronomique. Idée saugrenue? La cuisson à basse température vient pourtant d'envahir en moins d'une décennie les cuisines des restaurants. Certes, les cuisiniers professionnels n'utilisent pas de lave-vaisselle, mais des fours ou des bacs d'eau maintenus à température constante, sous les 100 degrés, où les aliments restent plus longtemps que dans une cuisson classique. Cela permet d'obtenir un moelleux incomparable de manière économique. Au final, un rôti de 1 kg perd 50 grammes contre 300 grammes en cuisson à température élevée. Précise le chercheur. Autre avantage, le cuisinier n'est plus à 1 minute près. Le produit cuit à basse température peut attendre. Seule condition, ne jamais descendre sous les 60 degrés pour éradiquer les bactéries. La cuisson dite douce ne date pas d'hier. Nos grands-mères nous expliquaient qu'un gigot cuisait 7 heures et que le fard breton restait dans le four du village après la fournée de pain. Notre rythme métro-boulot-dodo a chamboulé ces pratiques. Le toujours plus vite et toujours plus chaud est devenu monnaie courante. Il y a des seuils à ne pas dépasser et nous sommes sûrement allés trop loin. Au-delà de 180 degrés par exemple, les graisses de poisson insaturées risquent de se dégrader, constate le nutritionniste Gérard Pascal. Dans les années 1970, des chefs se sont lancés dans l'élaboration de plats goûteux, sous vide et cuits à basse température. Le savoir-faire est désormais transmis dans des écoles professionnelles et arrive dans nos cuisines. Pour un amateur, c'est une façon d'obtenir un moelleux extraordinaire et d'être souple dans la gestion du temps. Explique Emmanuel Tessier, gérant de l'école Corsaire à Cancale, Ille-et-Vilaine, qui transmet au public le savoir du chef étoilé Olivier Relinger. Monsieur Tessier révèle ainsi les secrets du bar en cuisson douce et huile d'agrumes. Chez soi, l'expérience peut se faire à l'aide d'un four à température affichée ou d'un lave-vaisselle, comme le suggère la chroniqueuse Julie Andrieux, qui a rapporté cette astuce des États-Unis en 2004. On a ainsi tenté la cuisson d'un poisson surgelé sous vide, avec la vaisselle, à 65 degrés pendant 45 minutes. Puis, un autre agrémenté d'herbes et d'épices dans un bocal à confiture hermétique. Écolo et goûteux. Activité 10. Bonjour Mathieu Vidard. Bonjour Ali. Mathieu, ce matin, dans l'édito carré, vous nous parlez des invasions de criquets qui se multiplient dans plusieurs pays. On les appelle les acridiens. Ils font partie de la famille des insectes coléoptères avec leurs ailes qu'ils portent le long du dos et leurs pattes arrière particulièrement musclées qui leur permettent de sauter. Parmi ces insectes, on trouve les grillons, les sauterelles, mais surtout les criquets. Depuis les débuts de l'agriculture, il y a plus de 10 000 ans, les activités humaines ont toujours eu fort à faire avec les criquets, ces insectes ravageurs. Dans de nombreux pays où l'équilibre agricole est souvent précaire, les dégâts causés sur les productions alimentaires peuvent atteindre des proportions catastrophiques. Actuellement, de nombreuses régions d'Afrique de l'Est et de l'Asie doivent faire face à des invasions de criquets pèlerins d'une ampleur spectaculaire, du jamais vu depuis plusieurs décennies. D'une taille de 6 à 7 cm, ce criquet est en temps normal un insecte peu menaçant. Mais lorsque certaines conditions climatiques sont réunies, comme l'humidité, cet animal devient le ravageur migrateur le plus destructeur au monde, en adoptant un comportement grégaire grâce à un emballement de sa reproduction. Imaginez, Ali, que le nombre de criquets est multiplié par 20 à la première génération, puis par 400 à la deuxième, pour atteindre 8000 au bout de 6 mois, et ainsi de suite. Un nuage de criquets peut comprendre entre 40 et 80 millions d'individus au kilomètre carré. Et quelles sont les conséquences de ces invasions, Mathieu? Catastrophique. Le criquet pèlerin mange l'équivalent de son poids, soit 2 grammes par jour, et il se nourrit de toute la végétation qu'il trouve sur sa route. Culture, pâturage ou feuilles d'arbres, son appétit est sans limite. Au Kenya, un essaim de 2400 km² a été observé, ce qui représentait 192 milliards d'individus.
Les chercheurs ont pu calculer qu'en une seule journée, ces criquets dévoraient l'équivalent d'une ration de 80 millions de personnes. Tous les jours, des pays comme l'Éthiopie, la Somalie et la Tanzanie voient débarquer ces envahisseurs. L'Inde, le Pakistan, mais aussi l'Iran doivent aussi faire face à une invasion préoccupante de criquets qui s'explique par des pluies inhabituelles et une activité cyclonique accrue. Une véritable menace pour la sécurité alimentaire. Et quelles sont les solutions pour combattre ces insectes? Alors, selon Dominique Burgeon, le directeur des urgences de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour venir à bout de ces pestes acridiennes, tout repose sur une surveillance étroite du terrain. Il faut repérer l'essaim au sol le plus tôt possible. Mais lorsqu'il a pris son envol, seuls des moyens aériens comme des drones peuvent être efficaces en pulvérisant des produits phytosanitaires afin de protéger les cultures et les pâturages. Des biopesticides sous forme de champignons sont aussi utilisés pour empêcher le développement des criquets. Pas franchement écolo, j'en conviens, mais pour le moment, aucune autre alternative efficace n'a été trouvée. Activité 11. Je m'appelle Anselme, j'ai 16 ans, et je souhaiterais savoir s'il existe des animaux qui ne dorment jamais. Merci. Tu t'en doutes, nous proposons ta question à un vétérinaire. Le vétérinaire en chef de la ménagerie du zoo du Jardin des Plantes, auteur de La sagesse animale, édité chez Stock. Pouvez-vous répondre à Anselme, Norinchai? Donc, il faut savoir que le sommeil est un état naturel, un état spontané qui fait partie de nos propres fonctions biologiques. Donc, de fait, il est obligatoire. Donc, la réponse est non. Les animaux dorment, mais chaque espèce animale présente des stratégies, des modes de sommeil qui leur sont propres en fonction de leur espèce et surtout en fonction de leurs conditions de vie. Comment? Alors, par exemple, une étude a été publiée sur les mammifères et notamment sur les éléphants, qui montre que les éléphants ne dorment que 2 heures par jour. Simplement 2 heures par jour. Et c'est impressionnant, parce que comme on sait que le sommeil joue beaucoup dans la faculté de compréhension, d'intégration, de la formation, la mémoire de l'éléphant est légendaire et pourtant, ils ne dorment que 2 heures par jour. Et ça, on pense que c'est surtout dû à une pression importante de l'environnement. Prédation, perte de l'habitat, agression interspécifique, donc évidemment avec l'homme, et on a montré qu'ils ne dormaient que 2 heures par jour. Donc, ce serait une adaptation? Alors, très souvent, ce sont des adaptations. On peut le voir aussi sur les dauphins. On penserait qu'ils ne dorment jamais. Mais une fois qu'ils dorment d'un seul œil, littéralement. Donc, en fait, leur cerveau, vous savez que dans le cerveau, vous avez 2 hémisphères, les dauphins ne dorment que d'un seul cerveau. Et ils alternent comme ça d'un cerveau à l'autre. Donc, du coup, ils ont toujours un œil ouvert et l'autre fermé pour dormir. Et ça, c'est totalement une adaptation à leur environnement puisqu'ils doivent nager, ils doivent respirer puisque ce sont des mammifères. Donc, ils ne peuvent pas respirer sous l'eau, ils doivent remonter pour respirer. Ils doivent lutter contre les courants, donc ils doivent toujours être en nage et repérer des prédateurs potentiels. Du coup, ils dorment un œil sur 2, mais ils dorment. Pourquoi ils dorment? C'est parce que le cerveau qui dort réduit sa fréquence, son activité. Et c'est pour ça qu'on parle de sommeil. Alors, vous pouvez me dire aussi, et les fourmis, et les abeilles, ils dorment? Oui, ils dorment aussi. On a repéré en fait des baisses de fréquence et d'activité cérébrale, même sur les fourmis, même sur les abeilles. Donc le sommeil est bien une fonction biologique qui est indispensable. Activité 12. On commence avec vous, Émilie. Expliquez-nous la définition légale du commerce équitable. Revenons aux originaires sains. L'apparition de la notion fair trade aux États-Unis, puis son expansion en Europe, entre autres, des années 60-70 à aujourd'hui, repose sur l'idée que vendre et acheter peut se faire dans le cadre d'un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence, le respect avec l'objectif de réduire certaines inégalités sociales et environnementales engendrées par le commerce conventionnel et garantir aux producteurs des prix qui leur permettent de vivre dignement de leur travail. Les différentes filières et organisations de commerce équitable sont censées, grâce au soutien de consommateurs qui paient leurs produits un peu plus cher, soutenir les producteurs. Et est-ce que les critères à respecter sont les mêmes partout? Les principales fédérations se sont mises d'accord en 2001 sur une définition, une charte et des engagements communs. Permettre à l'acheteur de payer un prix juste au producteur
couvrant tous les coûts de production et d'exploitation, garantir une relation commerciale qui s'inscrit dans la durée, garantir des conditions de paiement qui soient viables, financer des projets de développement, soutenir les organisations de producteurs, informer et sensibiliser les consommateurs. De leur côté, les producteurs s'engagent à se structurer en coopératives ou autres organisations collectives, à faire respecter des conditions de travail décentes, dans le respect de l'égalité entre hommes et femmes, en protégeant les droits des enfants, en luttant contre toute forme de discrimination, en protégeant les droits traditionnels des communautés locales et dans le respect de l'environnement et de la biodiversité. Donc ce sont des critères qui ont été imaginés au niveau mondial. Et au niveau français alors ? En 2014, la définition légale du commerce équitable a été étendue, dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire, aux relations avec tous les producteurs, y compris en France. Le commerce équitable y est défini comme celui qui a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification. Organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur qui satisfont à certaines conditions précises, engagements contractuels précis à respecter, notion de prix rémunérateur, financement de projets collectifs, sensibilisation des consommateurs à des modes de production socialement et écologiquement durables, dans le respect aussi de critères de transparence et de traçabilité des filières. Depuis 2015, la loi précise que les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable sont reconnus par une commission spécifique, la Commission de concertation du commerce, installée en 2016. Certains labels, comme Fairtrade, Max Havelaar ou SPP, symbole des producteurs paysans, s'appliquent uniquement aux produits dont les ingrédients sont issus des pays en développement. D'autres labels, comme Fair for Life, peuvent s'appliquer à différents produits, quelle que soit leur origine. Le label agri-éthique ne s'applique, lui, qu'en France. Activité 13. Alors Jean, ce matin vous parlez du mensonge, c'est ça ? Oui, Philippe, exactement, le mensonge. Est-ce que tout le monde ment ? Pourquoi certains mentent tout le temps ? Y a-t-il de bons mensonges, des mensonges autorisés ? D'abord, c'est quoi d'après vous un mensonge ? Quand quelqu'un ne dit pas la vérité. Oui, effectivement, vous avez raison. Donner intentionnellement de fausses informations, c'est mentir. Toutefois, il existe bien d'autres formes de mensonges, à commencer par le mensonge par omission, consistant à ne pas tout dire, et aussi l'auto-mensonge qui nous amène à nous duper nous-mêmes. Par exemple ? Eh bien, lorsqu'une personne envisage de changer de voiture, par exemple, et qu'elle hésite entre deux modèles d'automobile, et que le choix est difficile puisqu'elle opte pour la première auto, eh bien, on a observé qu'elle va alors naturellement dévaloriser celle qu'elle n'a pas choisie. Cela se fait automatiquement, de façon complètement involontaire. Cette auto du prix aide en fait la personne à mieux assumer son choix. Mais alors Jean, est-ce que tout le monde ment ? Eh bien, pour le savoir, Philippe, des psychologues ont demandé à des étudiants d'entretenir une conversation avec un inconnu et par la suite, 60% de ces mêmes étudiants ont avoué avoir menti au moins une fois en 10 minutes de conversation avec un fait notable remarqué par les chercheurs. Tout d'abord, les femmes mentaient autant que les hommes, mais ces derniers le faisaient pour se mettre en valeur, alors que ces dames mentaient pour mettre leur interlocuteur à l'aise. Si je comprends bien, ça fait 60% de menteurs. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 40% des gens, comme vous et moi, qui ne mentent jamais ? Ce serait un très bon résultat, c'est vrai. Toutefois, non, c'est aller trop vite. Cela dépend du contexte. Mais alors Jean, pourquoi est-ce que nous mentons tant ? Manifestement parce que cela fonctionne. Dès qu'il s'agit d'obtenir quelque chose, que cette chose soit matérielle, affective, sociale ou professionnelle, cette capacité à duper est clairement le fruit de l'évolution naturelle. Les enfants apprennent très tôt l'art de la ruse. Ça les amuse de piéger gentiment leurs parents ou leurs petits camarades. Même les animaux mentent. Des scientifiques ont observé le comportement de singes femelles qui faisaient croire à une attaque de prédateurs dans le seul but d'éloigner des mâles pour déguster tranquillement des fruits qu'elles avaient préalablement cachés. Mais quand même, Jean, est-ce qu'on peut continuer à dire que ce n'est pas beau de mentir ? Oui, je crois.
En fait, il existe bien des types de mensonges différents, bien sûr. Les mensonges qui blessent, qui trompent ou qui escroquent sont le triste résultat des aspects les moins nobles de la nature humaine, le fruit d'esprits parfois malades. Puis il y a les autres mensonges, ceux pour faire plaisir, pour mettre à l'aise, pour faire rire, et même ceux qui mettent l'autre dans la confidence. Ces mensonges-là participent aux bonnes relations humaines et affectives. Rappellent que Dame Nature nous a dotés de bien des capacités. À nous de nous en servir avec sagesse et discernement. Dès lors que vous vous respectez et que vous respectez les autres, vous pouvez ne faire que de bonnes choses autour de vous. Ça fait du bien de s'en souvenir. Activité 14. Votre billet science, Anne-Laure Barral. Sera-t-il bientôt impossible de se garer devant l'école ou de laisser le moteur tourner le temps de déposer les enfants? Oui, l'association Respire demande de piétonniser les abords d'une centaine d'écoles parisiennes. Si les parents d'élèves s'inquiètent de la sécurité routière, l'enjeu sanitaire compte aussi aujourd'hui pour préserver la santé des petits. Mais cette proposition de piétonnisation est aussi débattue à Lyon, Marseille, Grenoble, Nantes ou Montpellier, surtout lorsque la qualité de l'air n'y est pas assez bonne pour la santé des enfants. En fait, cela revient à demander la mise en place de rues scolaires, un concept qui existe dans plusieurs pays européens. Il s'agit de fermer à la circulation automobile les rues près des écoles, soit ponctuellement aux heures d'entrée et de sortie, voire de récréation, soit totalement. Il faut dire que les indicateurs de la qualité de l'air pour certains établissements dans les grandes villes proches des périphériques ou dans des rues très empruntées ont des taux de polluants bien au-dessus des seuils réglementaires. Et c'est particulièrement problématique pour les enfants? De nombreuses études épidémiologiques montrent que la pollution de l'air est un facteur aggravant dans plusieurs maladies pour les adultes. Allergies, asthme, cancer, diabète. Mais pour les enfants dont l'appareil respiratoire est immature, qui ventilent plus que les adultes et qui sont plus près des polluants au sol, l'exposition à une pollution de fond est une lourde hypothèque pour leur santé à l'avenir. Une étude réalisée en 2019 auprès de 14 000 enfants britanniques montrait que chaque microgramme de polluant dans 1 mètre cube d'air qu'ils respirent réduit d'autant la capacité pulmonaire des plus petits. Mais pourquoi réduire la circulation seulement aux abords des écoles? Vous avez raison. C'est mieux que la qualité de l'air s'améliore partout dans la ville et non seulement près des écoles. Une étude publiée dans The Lancet, il y a 2 ans, montrait qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'effets sur la santé des enfants qui vivaient dans la zone à faible émission de Londres. Pourtant, les scientifiques appelaient à continuer à réduire encore plus les polluants dans la capitale britannique. Commencer par les écoles est une stratégie, parce qu'on voit bien qu'il est déjà très dur de réduire ou de ralentir la circulation tout court, sur n'importe quelle route. Mais cela peut avoir un effet bénéfique. Une étude publiée dans une revue médicale américaine montrait qu'en 20 ans, l'amélioration de la qualité de l'air à Los Angeles avait permis de réduire les nouveaux cas d'asthme chez les enfants de 20%. Merci Anne-Laure Barral. Activité 15. Dans les recommandations culture de France Info, c'est à l'exposition Turner Peinture et Aquarelle au musée Jacquemart-André, à Paris, que nous vous invitons à vous rendre. Les 60 aquarelles et les 10 peintures prêtées par la Tate Britain de Londres sont des œuvres issues de l'immense fonds d'atelier du peintre, qui comptait, à la mort de l'artiste, quelques 20 000 œuvres graphiques, aquarelles, dessins, carnets de croquis et une centaine de tableaux. Pierre Curie, conservateur au musée Jacquemart-André. Certaines des aquarelles que nous présentons ont déjà été présentées, bien sûr, mais d'autres sont sorties pour la première fois pratiquement de leur tiroir et y retourneront pour de longues années. C'est vraiment un fonds extrêmement important, de très nombreuses œuvres, et donc permet en effet de présenter Turner dans une exposition de façon extrêmement variée. C'est un fonds presque inépuisable. Ce sont donc les aquarelles qui sont à l'honneur dans cette exposition. Elle permet de suivre le travail du peintre tout au long de sa carrière, marquée par ses nombreux voyages qui ont été autant de sources d'inspiration. L'Italie, dont il a beaucoup peint les paysages, a profondément marqué son travail. On voit un changement complet dans la palette de Turner, qui avait été un artiste britannique, je dirais assez gris, assez sombre, et d'un seul coup, c'est l'éblouissement, c'est la lumière d'Italie. Ce sont des couleurs beaucoup plus vives, et il va s'autoriser une grande liberté dans le choix de ses pigments, et les rouges, les bleus et les jaunes éclatent dans sa palette, que ce soit dans ses huiles ou dans ses aquarelles, d'une façon tout à fait nouvelle, et il gardera cette audace colorée jusqu'à la fin de sa vie.
Dans le fond d'atelier de Turner se trouvent ses œuvres les plus intimes et les plus expérimentales, celles qui sont devenues un moderne avant le moderne. Dans la dernière salle de l'exposition, nous présentons quelques œuvres extraordinairement vigoureuses, abstraites, et vraiment des œuvres presque du XXe siècle, tant elles sont étonnantes. Ces œuvres, elles sont très libres, elles sont extraordinairement travaillées, grattées, projetées vers quelque chose de vraiment extrêmement gestuel que l'on ne retrouvera guère qu'au milieu du XXe siècle dans l'art américain ou dans l'art français. Activité 16.